Alors, bonjour. Au nom du comité scientifique et du comité d'organisation dont vous avez pu entendre une partie des noms juste à l'instant, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Daniela Cherki, qui est une anthropologue et qui va vous parler des nouvelles valeurs éventuelles qui sont défendues au travers de ces technologies. Voilà. Merci Madame Cherki. Bonjour. Donc ça veut dire que le premier regard de la journée auquel vous êtes confrontés, c'est un regard d'anthropologue sur le thème de technologie et humanité, en particulier lorsqu'il s'agit de maladies, lorsqu'il s'agit de handicap, lorsque la technologie vient au secours de l'humain de manière thérapeutique. Mon parcours d'anthropologue est un parcours qui s'intéresse aux ingénieurs qui fabriquent et qui promeuvent ces nouvelles technologies. C'est pourquoi mes travaux de terrain portent principalement sur des laboratoires d'ingénieurs. Le plus long et le plus conséquent de mes terrains, celui dont je n'arrive pas à me détacher, c'est le terrain que j'ai effectué en Angleterre à l'université de Reading, là où un chercheur du nom de Kevin Warwick fait des expériences sur lui-même, expériences qu'il intitule Cyborg. Il y en a eu plusieurs jusqu'ici. C'est un chercheur qui pour moi est fascinant parce qu'il développe à la fois des technologies dans lesquelles son but est de machiniser l'humain, c'est-à-dire qu'il introduit des implants à l'intérieur de son propre corps puisqu'il s'utilise comme un cobaye. Et en parallèle, il développe aussi des recherches sur la machine humanisée, sur le robot, au point de mettre l'humain dans la machine. En l'occurrence, une de ses dernières expériences visait à mettre des neurones humains à l'intérieur d'un robot. Donc je trouve ce tandem complémentaire extrêmement intéressant. D'un côté, on machinise l'humain, de l'autre côté, on humanise la machine. Donc dans un premier temps, je vais appuyer mon propos sur une expérience qui a été effectuée au sein de ce laboratoire. Et dans un deuxième temps, j'élargirai mon propos en faisant un parallèle avec la génétique, puisque je pense que nous avons affaire à un complexe technoscientifique dans lequel qu'on parle des technologies, des prothèses ou des implants, ou qu'on parle des biotechnologies. On peut encore aussi parler des médicaments. Par ailleurs, il y a toute une série de pôles technologiques qui, pris indépendamment les uns des autres, nous disent quelque chose sur un champ particulier, mais qui, mis tous ensemble, nous donne un puzzle de ce vers quoi va notre société. Donc, pour commencer, l'expérience dont j'aimerais rapidement vous parler, qui a eu lieu dans ce laboratoire de cybernétique à l'université de Reading, c'est une expérience qui a consisté à implanter la puce informatique que vous voyez là. En fait, il y a 100 électrodes qui sont mise sur une surface en silicone. La pièce de monnaie que vous avez en référence, c'est une pièce de monnaie anglaise, c'est à peu près l'équivalent d'une pièce de 5 centimes suisse, donc ça vous donne la taille de l'implant qui a été mis dans le bras de Kevin Warwick. Très concrètement, je vais vous le dire avec mes mots à moi, qui ne suis ni médecin ni ingénieur, ils ont littéralement planté ces 100 électrodes dans le nerf médian de son avant-bras. Pourquoi 100 électrodes? C'est parce qu'ils savaient que certaines allaient probablement se casser durant le processus, au moment où elles seraient plantées dans le nerf. Et donc, ce qu'il fallait pour eux, c'était créer un contact entre le système nerveux et un système informatique. Donc, une fois l'implant planté dans le nerf, ils ont refermé le bras, et on est en 2002. J'ai omis de le préciser, on n'est pas encore tout à fait à l'ère du wireless généralisé, et donc vous voyez qu'il a un câble qui sort de son bras, câble qui le connecte à un ordinateur qui est capable d'enregistrer tous les signaux qui transitent par le nerf médian. Donc le but de l'exercice était, il semble tout simple quand il est dit comme ça, en fait lui tout ce qu'il faisait c'était qu'il fermait sa main. Et quand il fermait sa main, il y avait un signal, bien évidemment, qui était transmis par son cerveau à son muscle pour lui dire qu'il fallait fermer la main. Et donc, l'ordinateur enregistrait tous les signaux qui transitaient par le nerf médian au moment où il envoyait ce signal. À partir de là, ils ont isolé le signal qui était celui envoyé pour fermer la main.
qui était le but de l'opération, et ils l'ont réutilisé pour d'autres opérations. C'est-à-dire que quand lui envoyait le signal de fermer la main, par exemple, l'ordinateur pouvait par exemple être programmé pour éteindre ou allumer la lumière, ce qui fait qu'il a développé une capacité à manipuler son environnement technologique directement par son cerveau en se passant de la médiation de son corps. Une des expériences qui ont été faites durant le laps de temps durant lequel a duré l'expérience a été de manipuler une main robotique, comme celle que vous voyez là. Main robotique qui a la particularité d'avoir des capteurs sensoriels au bout des doigts et qui donc pouvait renvoyer un signal en retour à son cerveau. C'est-à-dire que je ne pense jamais à prendre la photo de l'œuf, c'est fort dommage parce qu'ils ont fait cette expérience en cassant beaucoup d'œufs. C'est-à-dire qu'il manipulait la main pour qu'elle attrape un œuf, et évidemment que s'il appuyait trop, l'œuf se cassait, et s'il appuyait pas assez, quand il levait la main, l'œuf se cassait quand même. Ce qui fait qu'il a fallu beaucoup d'œufs avant qu'il apprenne à reconnaître les signaux qui lui étaient envoyés par la main, et qu'il apprenne qu'à partir d'un certain nombre de signaux qu'il recevait, ça voulait dire que il ne fallait pas presser plus, mais il ne fallait pas non plus appuyer moins. Donc, développement d'un système dans lequel vous avez un échange bidirectionnel d'informations. Il est capable de manipuler une main robotique et la main robotique est capable de lui renvoyer un feedback. Alors, bien évidemment, des expériences comme celle-là, qui, je le rappelle, date de 2002, c'était un pionnier à l'époque avec cet implant. C'est des expériences qui ont été suivies d'autres expériences dans d'autres laboratoires. Chacun y va de sa propre technologie. Et bien évidemment, dans notre imaginaire à tous, ce sont des technologies dont les applications renvoient directement au champ du thérapeutique. Évidemment, quand vous voyez l'image que je vous ai montrée avant, il est clair que lui, étant donné qu'il est valide et qu'il a ses deux bras, c'est clair que pour lui, l'exercice est différent. Mais si on applique ça à des personnes qui ont été amputées, vous avez probablement tous en tête, dans l'image du bas, la soldate Mitchell, qui est cette soldate américaine qui est rentrée d'Irak amputée et qui a été une des premières personnes porteuses de ce type de prothèse. Même si, encore une fois, la technologie est une technologie différente. Sur l'image de droite, vous avez de la peau artificielle qui est en création actuellement dans différents laboratoires. Il y a différentes pistes pour faire la peau artificielle. Au laboratoire de la professeure Stéphanie Lacour à l'EPFL, c'est plutôt la voie de l'électronique qui est choisie. Dans d'autres laboratoires, on choisit plutôt la voie de l'imprimante 3D, qui imprime des cellules épithéliales à partir d'une cellule. On prend une cellule au départ et on la reproduit avec une imprimante. Donc, technologie qui est en train de se développer dans beaucoup d'endroits, technologie qui vise entre autres les greffes de peau pour les personnes, les grands brûlés, mais qui, comme autre application, se donne aussi pour but de recouvrir des prothèses comme celle de la soldate Mitchell, de manière à les rendre tout à fait ressemblantes à un membre naturel. Donc vous voyez là, je vous dis ça pour vous dire qu'on a différents types de technologies dans différents laboratoires qui a priori semblent partir dans des directions un peu différentes, mais quand on les met bout à bout, on a quand même un profil de remplacement complet d'un membre qui arrive de manière sous-jacente. Maintenant, ça c'est ce qui nous vient à l'esprit à tous quand on parle de cette expérience de 2002 et de manipuler une main robotique. Par contre, pour Kevin Warwick, le but était complètement ailleurs. Je vous ai dit que son but est de mettre des implants dans les humains pour des expériences qu'il appelle les cyborgs. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour lui, le thérapeutique est quelque chose de tout à fait secondaire, au point que quand nous nous sommes rencontrés en 2001, il n'avait même pas conscience du fait que les technologies qu'il était en train d'essayer de produire pouvaient être utilisées pour le thérapeutique. Lui part de l'idée que l'humain est obsolète, que l'humain doit transcender sa condition humaine, qu'il doit améliorer ses capacités standards. Et son but, quand il parle de cyborg dans ses expériences, pour lui, le cyborg, c'est une sorte de prototype d'une nouvelle espèce qui succédera à l'humain. Et donc, quand nous nous sommes rencontrés et que je l'ai rendu attentif à cette distinction, ça a été une grosse surprise pour lui. Et ça a été aussi une grosse surprise pour moi parce que, je vous l'ai dit, on s'est rencontrés en 2001. Cette expérience date de 2002.
Et en fait, il a écrit ensuite, fin 2002, un ouvrage qui s'appelle iCyborg, donc moi le cyborg, dans lequel il explique comment il en est venu à vouloir devenir un cyborg. D'ailleurs, on lit la première ligne, on a tout de suite compris. La première ligne, il dit « Je suis né humain par accident ». Donc on a tout de suite la couleur qui est annoncée. Et ensuite, il explique comment il a mis en place toutes ces recherches. Et arrivé à un certain point, il raconte que pour cette expérience de 2002, tout était prêt. Les chirurgiens s'étaient même déjà exercés à planter les électrodes dans le nerf d'un poulet, parce que personne n'avait la moindre idée de comment un nerf réagissait quand on lui plantait ces petites électrodes dedans. Et donc, ils se sont entraînés avec des poulets, donc tout le monde était au point. Il manquait un petit détail qui est que cette opération a été effectuée dans un hôpital et que donc il y avait un comité d'éthique à convaincre. Il fallait que l'opération ait une valeur du point de vue des valeurs de ce comité d'éthique. Et donc j'ai découvert en lisant son livre qu'il a utilisé cette distinction entre le thérapeutique et l'amélioratif, auquel je l'avais rendu attentif, pour vendre son projet. C'est-à-dire qu'il raconte dans son livre qu'un jour on s'est rencontrés et que là il a compris que ce qu'il faisait pouvait aussi être utilisé pour du thérapeutique et que donc il a trouvé comment formuler son projet au sein du comité d'éthique. Donc ça a été un gros choc pour moi et en fait c'est à partir de là que j'ai décidé que je ne le lâcherais plus et que j'allais passer quelques années à le surveiller de près dans son laboratoire. Toujours est-il que quand vous voyez une image comme celle-là, vous ne vous rendez pas forcément compte qu'on est toujours dans le cadre de la même expérience, donc celle de la main robotique. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en rend pas compte? Parce que la main est absente. Le but de cette partie de l'expérience était pour lui de manipuler la main à distance, c'est-à-dire vraiment de montrer à quel point la distance n'a plus aucune importance. C'est-à-dire que la main est restée en Angleterre et lui est parti aux États-Unis. Là, vous le voyez aux États-Unis. Et il a continué à manipuler la main robotique qui était restée en Angleterre en faisant transiter son signal nerveux via Internet. Ils ne se sont pas vantés du fait qu'ils allaient le faire avant de le faire parce qu'ils avaient peur que des hackers, puisque le système est bidirectionnel, ils avaient peur que des hackers puissent intervenir dans le système et renvoyer des signaux à son cerveau. Ils s'en sont beaucoup vantés après. Mais donc vous voyez qu'entre une expérience comme celle qui conduit à des prothèses comme celle-là et une expérience comme celle-ci qui permet de manipuler une main directement par son cerveau à travers l'Atlantique, on est dans des univers de référence qui sont complètement différents. Autre exemple de son but à lui, qui encore une fois n'a rien de thérapeutique, cette partie de l'expérience a consisté à avoir un sixième sens. C'est-à-dire que sur sa casquette, vous voyez des espèces de petits capteurs qui sont des capteurs à ultrasons qui lui permettent, comme une chauve-souris, de sentir son environnement matériel. Et donc, il n'a pas besoin de voir pour savoir qu'il est en train d'arriver dans un mur. Alors, encore une fois, là, pour lui, le but, c'est un sixième sens, donc clairement une amélioration par rapport au standard habituel de l'humain. Pratiquement, cette technologie est aussi, entre guillemets, vendable pour lui parce qu'elle pourrait constituer un cinquième sens de remplacement pour des personnes non-voyantes. Donc vous voyez, à chaque fois, lui, son but, c'est de transcender la condition humaine, mais il y a quand même des applications dans le thérapeutique qui, encore une fois, pour lui, sont les applications qui rendent les choses acceptables. Autre exemple qui n'est pas tiré de son laboratoire, mais que je trouve très intéressant parce qu'il est à mettre en lien cette fois avec la machine humanisée, la machine dans laquelle on met de l'humain, les exosquelettes, ces structures robotiques qui soutiennent le corps, qui le soutiennent mais qui ne lui donnent pas un équilibre, d'où la nécessité pour une personne paraplégique qui marche avec un exosquelette de quand même utiliser des béquilles. Mais il est clair que là aussi, tout comme avec la prothèse de bras, je veux dire, l'aspect bénéfique pour une personne handicapée ne peut que sauter aux yeux. Pourtant, les mêmes technologies sont aussi utilisées pour améliorer l'humain standard. Vous voyez, on est dans ce même schéma qu'avec la prothèse de bras, une technologie qui à la fois peut servir dans le cadre
d'un handicap, mais qui en même temps peut servir à augmenter l'humain standard, à lui donner des forces et des capacités qu'il n'aurait pas pris à son état naturel, là en l'occurrence un usage dans le cadre de l'armée. Alors, dans tous les cas, quand je parle des expériences de Kevin Warwick, souvent, je vois qu'il y a une réaction qui est assez binaire, où le thérapeutique est associé au bon usage, et clairement, je crois que c'est indéniable, il n'y a aucune discussion à avoir là-dessus. Le thérapeutique est considéré et est à considérer comme un bon usage. Quand il s'agit d'augmenter l'humain par rapport à son état naturel, là, on entre dans des débats. Là, ce n'est pas par hasard que je vous ai mis une image de l'armée, parce que souvent, quand c'est un usage au sein de l'armée qui est mis en avant, excusez-moi, les réactions sont plutôt mitigées. On a un peu l'impression que ça se polarise en termes de thérapeutique, c'est le bon usage, et augmentation de l'humain, particulièrement pour des usages comme celui-là, c'est le mauvais usage. Mais il y a aussi sur le principe même des réactions de personnes qui trouvent que quand c'est thérapeutique c'est bien, quand c'est amélioratif c'est mal, quand bien même ça serait pour porter ses courses et pas forcément dans le cadre de l'armée. Et je dirais que cette polarisation comme ça, binaire, c'est comme s'il y avait une limite claire entre le thérapeutique et l'amélioratif. Et là, j'aimerais vous inviter à prendre un peu de distance par rapport à cette certitude, parce que dire qu'il y a des bons et des mauvais usages et que ceux-ci sont clairement différenciés les uns des autres, c'est dire que tout est dans l'usage. Or, d'un point de vue anthropologique, clairement, tout n'est pas dans l'usage. La technologie est elle-même porteuse de quelque chose. Il y a des valeurs qui sont derrière. Et qu'on développe ces technologies pour un bon ou pour un mauvais usage, finalement, c'est les mêmes valeurs qui sont derrière. C'est la même représentation de l'humain qui est en amont. Si vous voulez, pour le dire autrement, si vous prenez les technologies, elles sont là, elles existent, et ensuite il y a un usage thérapeutique, on se dit c'est bon, et puis après il y a un usage d'augmentation, et là on discute, on ne sait pas très bien, ça dépend si c'est pour l'armée, si c'est pas pour l'armée, ça dépend des valeurs qu'on a. Tout ça, c'est des réflexions en termes d'impact, en termes de conséquences qui découlent du fait que ces technologies existent et qu'elles sont utilisées. Moi, comme anthropologue, ce qui m'intéresse plus, c'est d'essayer de remonter en amont et de me dire, mais ces technologies, avant d'être utilisées, elles sont produites dans le cadre d'un système de représentation. On a un système de valeurs qui nous pousse à produire ces technologies, quel que soit l'usage qui en sera fait après. Je dirais que essayer de favoriser les bons usages, c'est le champ de l'éthique appliquée, c'est très bien. Mais je pense qu'il faut prendre de la distance et voir qu'entre ces usages que je vous ai montrés là de manière polarisée, parce que c'est comme ça qu'ils sont d'habitude compris, il y a en réalité un continuum et qu'il n'est pas possible de mettre une limite claire entre les deux. Je pense que ce n'est pas possible de se dire on va favoriser l'essor de ces nouvelles technologies et on ne va les utiliser que pour le thérapeutique. Il faut être conscient du fait qu'une fois qu'on les utilise pour le thérapeutique, il y a une porte ouverte vers autre chose. Alors pour illustrer ça, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple de Pistorius, que j'imagine que vous connaissez tous. Jeune sud-africain amputé à l'âge de 11 mois des deux, parce qu'il avait une agénésie. Et donc ses jambes ont été remplacées par des prothèses. C'est devenu un coureur tout à fait redoutable. Et en 2008, il a demandé à courir les Jeux Olympiques avec les personnes valides, d'où tout un débat que j'ai trouvé pour ma part extrêmement intéressant. Débat qui portait sur le fait que ces prothèses lui conféraient peut-être une supériorité sur les humains valides. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous montre que le schéma binaire de tout à l'heure, il ne tient plus la route, parce que dans le schéma binaire de tout à l'heure, on avait à une extrême la personne handicapée, à l'autre extrême la personne augmentée par ces technologies, et quelque part, entre les deux, au milieu, la norme de la personne valide et en bonne santé. On voit avec quelqu'un comme Pistorius le fait qu'au départ, il est handicapé, donc il est en dessous de cette norme qu'on considère comme acceptable, et dès le moment où il a des prothèses, il passe directement en dessus, comme je dirais pour les joueurs de Monopoly, je dirais sans passer par le start, il passe de invalide à plus
plus que valide sans passer par valide. Et ça a été extrêmement bien illustré dans les décisions qui ont été prises par les différents comités qui ont été appelés à se prononcer sur son cas, puisque en janvier 2008, le comité olympique, donc situé à Lausanne, a pris une première décision qui consistait à dire que non, Pistorius ne pouvait pas courir les Jeux olympiques avec les personnes valides, parce que ces prothèses lui conféraient une supériorité. Donc là, ils ont tranché, ils n'avaient pas le droit, c'était pas fair play de faire courir quelqu'un qui était au-dessus des autres, et il était vraiment admis qu'il avait un plus par rapport à ces prothèses. Il a lui-même fait une boutade qui, à mon avis, est extrêmement révélatrice. Au cœur du débat, à un moment, il a dit « mais arrêtez de tergiverser, si vous voulez courir plus vite, faites-vous couper les jambes ». Et derrière cette boutade, ça nous dit quelque chose. Je veux dire, il a bien laissé entendre le fait que si à un moment la technologie nous permet de courir plus vite avec des prothèses, eh bien finalement, pourquoi ne pas le faire? Donc son message, c'était ça, si ça vous pose problème, eh bien finalement, faites-le aussi. Et donc, on voit là qu'il y a un glissement à l'œuvre, glissement qui, à mon avis, s'explique aussi par le fait que nous sommes profondément ambigus, nous avons un système de valeurs qui n'est pas homogène, il y a des valeurs contradictoires qui s'expriment dans notre société, puisque je vous ai dit que c'était en janvier 2008 que cette première décision du comité olympique est tombée. En même temps a eu lieu la Coupe d'Afrique de football, pour laquelle Puma a sorti une publicité pour des chaussures de foot qui passait en boucle à la télévision. Et moi, j'ai trouvé ça très frappant parce que vous aviez les informations qui, en boucle, passaient l'information que Pistorius ne courrait pas avec les valides. Et en gros, le message qui était derrière, on peut discuter de la nature du message parce que c'est vrai que c'est aussi à mettre en lien avec l'idéal olympique. Et donc, ce qui m'intéresse ici, c'est que le message en raccourci, c'était non à l'augmentation par rapport à la norme. Ce n'était pas acceptable qu'un coureur, qui d'un certain point de vue était dopé par ses jambes, puisse courir avec les autres. Et en alternance avec les bulletins d'information qui annonçaient cette information, on avait cette publicité qui passait, publicité qui mettait en scène, toute la publicité, c'était un match de foot qui était dans un univers très futuriste comme celui que vous voyez là. Et ça commençait, on nous disait, en 2100, je ne sais plus combien, les coureurs de foot auront des jambes augmentées. Et ensuite, on les voyait jouer. Moi, ce que je trouve très frappant, c'est que ces prothèses ressemblent assez furieusement dans leur design aux prothèses de Pistorius. On n'est pas... là, on a vraiment affaire à des prothèses qui sont technologiques. Là, on a affaire à des jambes qui ont l'air d'être faites de muscles aussi. Hein. Donc, de nouveau, le mélange des technologies est à prendre en compte. Là, on nous parle de jambes qui, dans leur chair, deviendront augmentées, mais avec un design qui ressemble à celui de Pistorius. Et donc, la morale de la pub, c'était à la fin, ben voilà, 2178, vous aurez des jambes qui vous permettront de mieux jouer au foot. Jusque-là, until then, contentez-vous de nos nouvelles chaussures. Et je trouvais très frappant parce que j'avais, me semblait-il, deux messages contradictoires en alternance. Un message qui disait non à aller plus loin que ce que nous permettent des jambes naturelles, et en même temps une publicité qui exprimait exactement le contraire. Et je pense qu'à part des publicistes comme Benetton, enfin il y en a quelques-uns qui vont à l'encontre des valeurs de la société pour vendre en choquant, la plupart, en général, quand même, essayent de nous brosser dans le sens du poil et essayent de nous vendre des choses en s'appuyant sur des valeurs qui sont communément partagées. En l'occurrence, l'idée de s'améliorer par rapport à la norme semble tout à fait communément partagée. Deuxième exemple qui illustre ce glissement, tout à fait comparable au premier, Amy Mullins, une jeune femme qui a eu exactement le même problème que Pistorius, qui a eu exactement la même opération que lui, à peu près au même âge, et qui, devenue adulte, a aussi fait un peu de course à pied, mais ce n'est pas là qu'elle s'est le plus illustrée. Elle est plutôt connue pour son travail comme mannequin. Là, vous avez à gauche une image tirée d'une publicité qu'elle a faite pour je ne sais plus quelle marque, où je trouve assez amusant parce qu'ils ont joué sur le côté pièces humain en pièces détachables. Ils l'ont entre guillemets déguisé en poupée en laissant les prothèses de ses jambes bien visibles. Vous avez aussi une photo d'elle
nu avec des jambes nues, mais plus intéressant, en bas à droite, une photo d'une série de paires de jambes de rechange. Et pour elle, c'est ça qui est intéressant lorsqu'elle parle de son cas. Elle explique à quel point c'est tout à fait jouissif de pouvoir aller d'une soirée à l'autre en changeant non seulement de robe mais aussi de jambes, en mettant la longueur de jambe qui va avec la robe. Elle dit que c'est terrible parce que la plupart des femmes doivent se contenter de changer de chaussures et qu'avec les chaussures finalement on peut jouer un peu sur le talon, un peu sur la semelle, mais que ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir avoir des jambes qui tout à coup font 20 cm de plus que ce qu'elle faisait la veille. Et donc elle joue beaucoup là-dessus. Et la chose qui, à mon avis, est la plus révélatrice, c'est la question des poils. Ça peut paraître anodin, mais une chose qui semble importante pour Amy Mullins, c'est le fait qu'elle a toujours des jambes parfaitement épilées, sans avoir besoin de recourir à des techniques d'épilation. Et je trouve que ce détail, il est tout à fait intéressant, parce que ça veut dire que chez quelqu'un comme Pistorius, le but, c'est courir plus vite. Donc finalement, voilà, d'où le coupez-vous les jambes si vous voulez courir plus vite. Pour quelqu'un comme Amy Mullins, qui a pourtant commencé sa carrière en courant, finalement, c'est plus ça qui est important pour elle en tant que mannequin. Ce qui est important, c'est un certain paraître. Et donc, pour elle, ce plus par rapport à la femme normale, ben, il s'articule autour de détails comme avoir les jambes épilées, qui peuvent sembler des détails, mais qui sont des choses quand même qui ont une importance fondamentale dans une société comme la nôtre. Et donc Pistorius et Amy Mullins, à leur manière, évoquent tous les deux une société dans laquelle on a envie de se dépasser, on a envie de se transcender, selon des critères qui ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Mais donc ça veut dire que tous les deux, à leur manière, expriment une définition de la nature humaine dans laquelle, pour finir, c'est la nature humaine elle-même qui est notre handicap. Le fait d'avoir des poils aux jambes, enfin, je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui n'ont pas du tout de poils aux jambes, d'habitude, les humains en ont. Donc, c'est une manière d'exprimer ça. Et au fond, cette conviction que l'humain naturel n'est pas assez bien et qu'il faut l'augmenter, l'améliorer par la technologie, c'est une vision qu'on retrouve aussi dans un certain nombre de rapports politiques. Là, c'est un exemple d'un rapport américain qui date de 2002, dans lequel, enfin je vous passe les détails du contenu du rapport, sachez seulement que c'est un rapport qui émane de la National Science Foundation, donc d'une instance de recherche, c'est l'équivalent du Fonds national de la recherche en Suisse, donc c'est l'instance qui décide de qui va obtenir de l'argent dans les années qui viennent. Ils donnent les lignes directrices sur lesquelles ils vont s'appuyer. Et eux, alors, ils expriment tout à fait clairement le fait que l'humain est, en comparaison avec la machine, tout à fait obsolète et que finalement, enfin, je lis avec vous cette citation parce que je trouve qu'elle est extrêmement révélatrice. Beaucoup de systèmes militaires sont limités dans leur performance à cause de l'incapacité du corps humain à tolérer des hauts niveaux de température, d'accélération, de vibration ou de pression, ou tout simplement, et j'ai envie d'ajouter, parce que les humains ont besoin de consommer de l'air, de l'eau et de la nourriture. Et donc l'humain est intrinsèquement problématique de par ses besoins, et quand on le met en pondération avec la machine, c'est-à-dire dans le complexe que l'humain constitue avec la machine, alors qu'il s'agisse d'une prothèse ou qu'il s'agisse de travailler avec une machine, on nous dit là encore plus clairement que l'humain est le maillon faible. Donc cet imaginaire de l'humain faillible en opposition à une machine qui, elle, ne l'est pas, est tout à fait omniprésent. Là, j'ai eu une autre citation d'un anthropologue qui fait le même constat dans une recherche qu'il a faite sur les pilotes dans les avions et les ingénieurs qui fabriquent les pilotes automatiques. Et là, il nous retranscrit, au fond, l'opinion de ceux qui fabriquent les pilotes automatiques sur les pilotes. Donc, aucun humain n'est parfait, même les meilleurs pilotes, et une sélection rigoureuse, une formation aussi perfectionnée soit-elle, n'élimineront jamais cette source de fautes, d'erreurs, d'accidents. Son corps ne lui fournit pas des informations toujours fiables, sa vue est imparfaite ou erronée, ainsi sa mémoire connaît des défaillances.
Il ne sait pas toujours distinguer l'essentiel des problèmes secondaires. Il commet des fautes d'inattention, des confusions. Et donc c'est sur des présupposés comme cela que les ingénieurs qui fabriquent les pilotages automatiques s'appuient pour dire que le pilotage automatique est beaucoup plus fiable que le pilotage de l'humain. Maintenant, très rapidement, parce que je vois que le temps passe très vite, je voulais juste vous donner un autre petit exemple tiré des recherches de Kevin Warwick pour vous montrer à quel point, au fond, dans ce tandem où on a l'impression que l'humain est plus faillible que la technique, il faut rajouter encore un paramètre qui est qu'il y a des techniques qui, quand elles apparaissent, ne nous semblent pas forcément utiles. Et pour finir, il y a des choses qui au début nous semblent socialement inacceptables, ensuite elles entrent dans le registre de l'acceptable, et petit à petit elles deviennent souhaitables. Et ça, la première expérience de Kevin Warwick durant laquelle il s'est implanté une puce me semble tout à fait révélatrice, c'était en 1998. Il s'est fait implanter la puce RFID que vous voyez là. Cette fois, on est 4 ans plus tôt que l'expérience précédente. Donc, la pièce de monnaie, c'est à peu près une pièce de 2 francs. Donc, on voit qu'on a affaire à un implant qui est beaucoup plus gros que celui que je vous ai montré avant. Et donc là, il se les fait implanter en sous-cutané dans l'avant-bras. Donc là, on est un cran en deçà de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est le premier pas, c'est vraiment juste une puce en sous-cutané qui permet le contrôle d'accès. Et le contrôle d'accès dans le sens, comme quand vous allez à la Migros et que vous scannez un article. C'est-à-dire que lui, il passait devant un ordinateur, une borne, au moment où il arrivait à l'entrée de son bureau, et il était lu, comme l'article à la Migros est lu par le scanner, lui, il était lu par le système qui entre guillemets, savait qu'il était là, et à partir de là, il y avait toute une série de choses qui se faisaient automatiquement, la lumière qui s'allumait, la machine à café, enfin 2-3 choses tout à fait concrètes. Et toute la journée, on pouvait suivre ses activités dans le laboratoire. Et quand il a fait cette expérience, il a été vertement critiqué. Tout le monde a dit, et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, j'ai trouvé aucun témoignage positif à propos de cette expérience sur le moment. Tout le monde l'a critiqué en disant, mais c'est complètement ridicule, il suffit d'avoir une carte dans sa poche et ça va avoir exactement le même usage. Il n'y avait personne pour dire, tiens, ça pourrait être intéressant. Or, 6 ans plus tard, en 2004, les médias ont beaucoup parlé d'un certain nombre de nightclubs, à Barcelone, à Rotterdam en particulier, nightclubs qui ont utilisé ce système de puces en sous-cutané comme contrôle d'accès pour les clients VIP. Donc ça veut dire qu'en 6 ans, un système qui paraissait complètement idiot a semblé tout à fait acceptable et on lui a rajouté une fonctionnalité. C'est-à-dire que les gens qui ont pensé ça pour les nightclubs se sont dit, finalement, le problème quand on va danser, particulièrement quand on est une femme, on a un sac à main, on le pose dans un coin, et qu'est-ce qui arrive? On se fait voler son porte-monnaie. Dans son porte-monnaie, on n'a pas seulement sa carte de membre, on a aussi des sous. Donc l'implant que vous voyez utilisé là, ce n'est pas seulement un contrôle d'accès, c'est aussi un porte-monnaie électronique. Et la jeune femme qui est à l'écran, c'est une jeune femme qui est en train de payer une consommation en se faisant scanner directement la puce qu'elle a dans le bras. Maintenant, on parle d'implants qui pourraient contenir vos données de santé. Donc, vous voyez qu'un cran après l'autre, cette technologie qui paraissait totalement aberrante trouve son utilité. Et petit à petit, ça continue à renforcer cette idée que la technologie nous amène des choses que l'humain ne pourrait pas faire. Maintenant, en guise d'ouverture, pour terminer, j'aimerais ouvrir tout ça à la génétique, simplement pour essayer de vous montrer qu'un certain nombre des considérations que j'ai faites ne sont pas propres aux implants technologiques et aux prothèses, mais elles sont propres à tout notre système technoscientifique qui est à cheval entre le thérapeutique et l'amélioratif. Vous avez là la publicité d'une entreprise qui s'appelle 23andMe, qui est une entreprise américaine. Entreprise américaine créée en 2008, qui a tout de suite été élue par le Times Magazine l'entreprise de l'année, donc vraiment une entreprise qui semblait répondre à un besoin. Et le but de cette entreprise, c'est de vendre pour $99, ça c'était la semaine dernière, au début en 2008, c'était pour $1000 par personne, on vous vend votre analyse génétique. En 2009,
l'émission Envoyé spécial de France 2 a consacré une émission à cette entreprise. Et elle a interviewé des gens qui avaient fait appel à ses services. Je vous donne un exemple et je vous laisse y méditer. Une famille dont la mère a les yeux bleus, le père a les yeux bruns et leur fille a les yeux bruns. Et ils ont recouru au test pour savoir si le gène des yeux bleus avait été transmis à leur fille. Parce que pour eux, c'était important de savoir si un jour ils auraient des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants qui avaient des yeux bleus. Donc je vous laisse méditer à l'usage qui peut être fait de ce type de technologie. Le Sénat américain a établi une loi anti-discrimination en prenant note justement de ce type d'utilisation, et ils ont pensé que sur les lieux de travail, il allait y avoir un problème de discrimination par les gènes, d'où une loi qui date déjà de 2009. Alors, si on pense aux autres conséquences que ça peut avoir, vous avez tous certainement entendu parler il y a quelques mois de la mastectomie d'Angelina Jolie, qui, sur la base d'un risque avéré de cancer du sein, a choisi de se faire amputer des deux seins et évidemment de se faire reconstruire. Donc, on voit là comment un individu en bonne santé devient un patient seulement à cause d'un risque. C'est la même logique que dans la médecine prédictive et la médecine préventive, pour moi, sont exactement dans la même logique. Il y a un élargissement du pathologique qui est tout à fait comparable à ce que j'ai décrit plus tôt avec les citations du rapport américain. Finalement, vous êtes un individu en bonne santé, mais vous êtes déjà un patient pris en charge par le système, et donc ça veut dire que la définition de ce qui est normal tend à devenir plus petite et la définition de ce qui est pathologique tend à s'élargir, et de plus en plus d'entre nous entrent dans la catégorie du pathologique. Il y a un autre glissement qui s'opère en parallèle, c'est celui du diagnostic toujours plus tôt. Là, on a affaire à Angelina Jolie qui est là, qui existe, qui est une adulte, mais qu'on pense au diagnostic prénatal ou encore un cran plus loin au diagnostic préimplantatoire, on voit qu'on entre de plus en plus tôt dans la catégorie du pathologique, potentiellement. Et donc, à partir de là, il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser, que ce soit pour la génétique ou pour les prothèses. Si ces technologies étaient complètement généralisées. Imaginons un univers dans lequel toutes les personnes malades, toutes les personnes potentiellement malades, toutes les personnes qui ont besoin d'une prothèse, tout le monde, imaginons que tout le monde puisse en bénéficier. Je crois qu'il faut se rendre compte du fait que ça signifierait, finalement, en particulier quand on voit l'angle génétique, ça signifierait un eugénisme assez fort. Qu'on parle d'eugénisme positif ou d'eugénisme négatif, finalement, le résultat est le même. Alors, de nouveau, si vous vous raccrochez aux thérapeutiques, vous vous direz mais non, elle exagère. Si on le fait pour le thérapeutique, c'est forcément bien. Je vous rappellerai simplement, pour répondre à cet argument-là, qu'il existe des sociétés dans lesquelles le fait d'être une fille constitue un handicap. Donc, ça veut bien dire que la définition de ce qu'est un handicap et une maladie est tout à fait fluctuante. Et encore une fois, je crois qu'elle fluctue en fonction des possibilités que nous offre la technologie. Deuxième chose qui me semble extrêmement importante et qui sera certainement reprise un peu cet après-midi après la diffusion du film, dans la discussion qui aura lieu, mais qui me semble extrêmement centrale, donc je la mentionne déjà maintenant, c'est que si ces technologies se généralisent complètement, je ne pense pas que la société que ça nous prépare soit une société dans laquelle il sera tellement agréable de vivre, et si elles ne se généralisent pas, je ne pense pas que ça sera beaucoup mieux finalement, parce qu'il faut se poser la question de tous ceux qui ne bénéficieront pas de ces technologies, soit par choix. Il y a des résistants qui ne veulent pas de prothèse, il y a des résistants qui ne veulent pas de test prénatal, il y a des résistants qui tout simplement laissent faire la nature. Toutes ces personnes-là, je ne crois pas qu'elles continueront à être acceptées de manière tellement évidente. Il y a des obligations
aussi en termes de coûts très importantes, qui font que tout le monde n'a pas et n'aura pas accès à ces technologies. On a dit de Angelina Jolie dans la presse qu'elle était très courageuse d'avoir fait cette opération. Moi, je ne sais pas, là, je me fais un peu l'avocat du diable, je ne suis pas sûre, j'imagine le compte en banque qu'elle doit avoir et le chirurgien esthétique qu'elle a pu s'offrir pour la reconstruction. Je ne suis pas sûre que ça soit une marque de courage que d'avoir fait cette opération. Et je m'inquiète surtout, compte tenu du fait que depuis que son opération a été médiatisée, les demandes ont augmenté et les demandes de tests génétiques et de mastectomie ont augmenté. Et tout le monde n'est pas Angelina Jolie, justement. Donc moi, je crains un peu qu'un exemple comme celui-là ne profite pas à Madame Tout-le-Monde qui aurait envie de se jeter dans la brèche. Il y a les erreurs diagnostiques aussi. Celui qui a les moyens de se payer un test qui n'est pas résistant et qui veut le faire et pour lequel il y a une erreur et qui se retrouve quand même avec un constat d'échec, je pense que la marge de ce qui est acceptable dans notre société va en se restreignant et qu'on n'est pas dans un processus d'acceptation. Ces technologies, paradoxalement, nous sont entre guillemets vendues sous l'angle de l'intégration, de la normalisation et du bien-être accru. Paradoxalement, je crains qu'elle ne favorise pas l'acceptation, mais au contraire l'élimination du handicap et de la maladie, avec tout ce que ça signifie pour toutes les personnes qui passeront entre les gouttes et qui seront d'autant plus stigmatisées dans une société d'autant plus normée. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Serki pour toutes ces expériences très intéressantes. En tout cas, c'était, à mon avis, très passionnant. Restez peut-être là. On a quelques minutes devant nous pour quelques questions. Alors, je vous laisse lever la main et on vous donnera un micro pour poser des questions. Des réactions, des... Je pense qu'il y a un mot-clé qui va avec tout ça, qui est le prolongement logique de cette humanité imparfaite, c'est l'immortalité. Et la médecine anti-âge, effectivement, je crois qu'en 1990, il n'y avait pas d'association américaine de médecine anti-âge. En 2010, il y a je ne sais plus combien de milliers de médecins inscrits au sein de cette société. Et effectivement, je pense que ça fait exactement partie c'est une autre pièce, disons, du puzzle que je décrivais. Cette tendance à aller toujours plus loin, toujours plus vieux, toujours en bonne santé. Et là aussi, la question des coûts que j'évoquais, elle se pose aussi parce que ça veut dire qu'on est en train de préparer des humains améliorés, mais on n'est pas du tout en train de préparer la société qui va avec. On a déjà maintenant des problèmes de caisse de pension, de caisse maladie, enfin on est déjà dans une société à deux vitesses, et je pense que là, effectivement, c'est la porte ouverte au renforcement de la société à deux vitesses. Oui. D'autres réactions? Monsieur, puis après il y a un monsieur. Oui. Ma question, ce serait par rapport à tout ce que vous nous avez montré. C'est beaucoup des exemples américains, beaucoup des exemples anglais. Quelque part, ça me semble une présentation qui est un petit peu ethnocentrée, dans le sens où on prend comme exemple ce paradigme de la performance et on en oublie quelque part que la plupart de la population de cette planète a déjà des problèmes pour vivre tous les jours et que jamais ils pourront rien que penser à ça. Est-ce que, vous parlez de médecine à deux vitesses, on parle de riches et de pauvres. Pour finir, est-ce que ce ne serait pas intéressant de plutôt débattre sur, à la place de parler de la performance technologique, de parler d'accès à cette technologie?
Oui, je crois que là vous avez... Voilà, moi j'ai été trop longue. Si j'avais utilisé le mot d'accès, peut-être que j'aurais dit tout ça de manière bien plus courte. Oui, je crois que la question de l'accès, c'est effectivement la question qui se pose, mais elle est, là aussi, il y a un puzzle. On aborde aujourd'hui les questions sous l'angle de la santé. La question de l'accès, c'est celle qui se pose aussi pour toutes les nouvelles technologies de l'information. Et on voit qu'il y a une logique qui est complètement la même. L'idée qu'il y a une idée un peu... je vais le dire comme ça, mais un peu bulldozer, qui est que tout le monde devrait avoir accès à toutes les nouvelles technologies sur le marché, alors que, pour moi, il y a deux questions qui se posent à partir de là. C'est que la première, c'est, effectivement, on sait objectivement, quand Bill Gates écrit des livres pour dire que quand tout le monde aura un ordinateur, tout le monde sera riche, soit il se fiche de nous, soit il est... je ne sais pas comment l'interpréter, je dirais, parce qu'on est dans un système dans lequel on sait que pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres. Donc c'est de toute façon fondé sur... ce système égalitaire à tout prix, il est déjà fondé sur quelque chose qui ne joue pas, parce qu'on sait que ce n'est pas possible, cette égalité. Et la deuxième question qui se pose pour moi comme anthropologue, c'est d'essayer de prendre la distance et de se dire, mais combien même, faisons l'effort d'essayer d'imaginer ce que ça serait s'il n'y avait pas de problème d'accès. Et même là, je trouve que ça pose des questions, parce que je ne suis pas sûre que la société qui se dessinerait serait finalement tellement enviable. Oui, bonjour. Moi, je voulais rebondir sur les parallèles que vous avez faits entre les aspects thérapeutiques et les aspects militaires. Vous disiez on peut avoir de l'avancée, des avancées technologiques dans le domaine thérapeutique, et on ne peut pas exclure qu'elles seront utilisées dans le militaire. Venant du domaine de l'ingénierie et de la technologie, je verrais la question plutôt de l'autre côté, c'est que ces applications sont principalement développées dans un contexte militaire et sont ensuite dérivées dans des utilisations privées, publiques. Dans l'informatique, dans les télécoms, on a beaucoup d'exemples, les réseaux informatiques, l'informatique en général, les GPS, c'est tous des systèmes qui ont été développés pour le militaire et qui ont évolué avec le temps. La grosse question de fond qu'il y a derrière, c'est les budgets pour la recherche. On sait que les budgets militaires sont souvent beaucoup plus élevés que ce qu'on peut s'accorder, nous, dans les domaines de l'ingénierie standard, on dira, et du médical. Et je pense que là, c'est toute la question qu'il y a derrière. Et si on veut amener la technologie à évoluer dans le sens que vous dites, d'abord thérapeutique, puis militaire, c'est qu'il faudra inverser à un moment aussi les priorités de recherche. Oui, là, vous mettez l'accent sur le gros paradoxe qui est derrière. C'est que finalement, j'ai utilisé plusieurs fois le terme de vendable pour parler de Kevin Warwick, parce qu'il y a un discours qui est que si c'est thérapeutique, c'est bien, et donc c'est ça qui est vendable. Et le gros paradoxe, c'est qu'en fait, c'est pas du tout là qu'on met l'argent. Donc, effectivement, c'est à ça qu'il faudrait... Mais ça veut dire, encore une fois, moi, ça me conforte dans l'idée qu'il faut aller en amont. Il ne faut pas juste comparer les bons usages et les mauvais usages, parce que ça veut dire qu'on peut y passer 10 ans, je veux dire, parce qu'on sera... sur le thérapeutique, on est tous d'accord, c'est bon, mais après, il y a toute une série d'usages sur lesquels on n'est pas d'accord, parce qu'on a des valeurs un peu différentes. Et tant qu'on ne prend pas de la distance et qu'on ne va pas en amont voir ce qu'il y a derrière, effectivement, on n'en sortira pas. Et la question des financements, c'est quelque chose qui se situe en amont. Il y a des priorités qui sont définies par des gens comme ceux qui ont écrit le rapport américain que j'ai évoqué tout à l'heure. Je voudrais poursuivre un petit peu par rapport à l'intervention précédente. Je pense que dans les domaines, je pense que monsieur travaille à peu près certainement dans des domaines voisins du mien que je vais présenter tout à l'heure. Dans ce domaine-là, comme dans le domaine des exosquelettes que vous avez présenté tout à l'heure, je confirme que c'est en fait le monde de la santé qui bénéficie de toutes les avancées qui ont pu être faites grâce au financement militaire. Je ne dis pas que ces financements militaires étaient... enfin, je ne juge pas comment dire, l'usage qui en est fait. Mais en fait, si vous pensez aux exosquelettes, il s'avère qu'hier soir, dans l'hôtel, j'ai allumé la télévision, les exosquelettes ont été faits sur la base des fourmis, qui étaient capables de transporter des charges beaucoup plus lourdes qu'elles-mêmes. Et donc, on a utilisé ces principes animaux pour développer
des configurations qui permettent à l'être humain de décupler notamment ses forces. Et une fois que les choses sont établies dans certains domaines, alors il y a le domaine militaire, mais il y a le domaine de l'industrie, et on verra avec la réalité virtuelle que c'est le domaine de l'industrie qui a porté les applications, à un moment donné, les thérapeutes s'intéressent à ce contexte-là et il y a une certaine démocratisation qui arrive parce que les technologies ont évolué et alors on peut envisager de les utiliser dans le domaine thérapeutique. Il y a aussi cette démocratisation des technologies qui fait qu'à un moment donné, c'est acceptable en termes de coûts dans le domaine de la thérapie. Oui, moi encore une fois, la question de la démocratisation m'interpelle parce qu'elle s'accompagne quand même d'exclusion. Et que finalement, plus on démocratise, plus nous partirons tous en tant que collectivité de l'idée que ce n'est plus acceptable de ne pas en bénéficier. Et donc les quelques personnes qui, pour une raison ou une autre, n'en bénéficieront pas, pour moi, seront des objets de stigmatisation encore beaucoup plus que c'est le cas actuellement. J'avais encore une question, ça va être la dernière. Tout en haut là. Il y en a encore une, peut-être ce sera la dernière. Oui, bonjour. Moi, ma question, c'était avec l'amélioration des technologies, tout ça que vous avez parlé, est-ce que nous ne sommes pas en train de créer d'autres problèmes qu'on n'en a pas maintenant? Je me posais juste la question, vous avez parlé de la margée, de la puce qu'on plante sur le bras et puis qui fait marcher, mais je me suis demandé aussi, c'est quoi les effets secondaires physiologiquement? C'est quoi les désavantages de tout ça, à part le fait que c'est cher et puis c'est seulement accessible aux personnes qui sont riches? C'est quoi les effets secondaires de tout ça? Alors là, je ne crois pas être la bonne personne pour répondre à cette question. Il y a certainement des personnes beaucoup plus qualifiées que moi dans la salle quant à savoir quels sont les effets physiologiques si vous parlez, mais vous parlez des prothèses ou de la génétique là? Les deux. Parce que la génétique, disons que la modification, elle me semble évidente parce que on est modifié dans sa chair. Pour ce qui est des prothèses, il y a des questions d'intérêt. Il y a toute la question de la plasticité neuronale, je pense qu'il faut prendre en compte. Parce que, mais alors là, vous m'ouvrez, je dit que je n'étais pas la bonne personne, et là, en fait, vous êtes en train d'ouvrir un autre champ qui m'intéresse, finalement. Je dis juste 3 mots, et puis après, si vous voulez, on peut en reparler après. C'est toute la question de la naturalité de la prothèse. L'idée que, enfin, on est dans une société dans laquelle, je vous l'ai montré avec Amy Mullins, donc quand elle faisait la poupée, il y a une interchangeabilité du vivant et du non-vivant, et on part de l'idée que si on n'a pas un membre, ben, tant pis, on va mettre une prothèse, et plus cette prothèse est élaborée, mieux c'est, et on part de l'idée que ça va être naturel. Or, c'est pas naturel, et il y a toute une série de recherches en psychologie sociale qui ont montré que déjà l'usage de l'outil modifie au niveau du cerveau. Si on modifie, si moi j'essaye d'attraper ça avec la main, puis qu'après j'essaye de l'attraper avec un outil, la représentation que je me fais de la longueur, après, va être différente. Et avec la main, j'aurai un peu de peine parce que je me suis habituée à l'outil. Enfin, il y a tout un apprentissage qui suppose une plasticité du cerveau que, heureusement, nous avons. Donc, je dirais, au niveau physiologique, il y a toute cette adaptation-là, tout cet apprentissage-là, qui est quelque chose qu'on minimise complètement, comme si c'était complètement naturel d'avoir un outil ou une prothèse et de savoir l'utiliser spontanément. Merci. Je crois qu'on arrive au bout, mais alors, mademoiselle avait levé la main encore. Mais c'est vraiment la dernière question, merci. Bonjour. En fait, madame, vous avez parlé d'augmenter l'humain par la technologie. Mais justement, je me posais la question parce que vous avez parlé des États-Unis et de l'Angleterre, en fait des pays anglo-saxons. Mais en Suisse, quelles sont les recherches dans ce domaine actuellement? Je vous donne un exemple tout simple qui est à l'EPFL. Et qui montre bien ce glissement. C'est un laboratoire dans lequel sont travaillées des interfaces cerveau-machine sur le même type que ce que fait Kevin Warwick, mais non invasif. Donc au lieu d'aller avec un implant connecté directement au système nerveux, on capte les signaux du cerveau à partir de l'extérieur. Et là, c'est complètement
officiellement dans le champ du thérapeutique. Et en même temps, ce même laboratoire travaille avec à des projets dans l'aéronautique pour donner des potentialités aux astronautes en partant de l'idée qu'une fois qu'on est dans l'espace, on est soumis à des contraintes qu'on n'a pas quand on est sur Terre et qu'on peut être tout à fait normal sur Terre, mais souffrir d'un certain handicap une fois qu'on est envoyé dans l'espace. Et ça, c'est un laboratoire de l'EPFL. Autre exemple très rapide, la peau artificielle que je vous ai montré tout à l'heure. Clairement, je vous l'ai dit, recouvrir des prothèses, utiliser une peau artificielle pour des personnes brûlées. En même temps, le même laboratoire travaille aussi avec Nokia sur l'idée d'une montre qui pourrait être en peau et vous porteriez votre montre en fait comme une deuxième peau. Donc là aussi, il y a un glissement entre une peau artificielle qui répare un corps malade et une peau artificielle qui lui donne une potentialité qu'il n'avait pas. Ça aussi, c'est à l'EPFL. Voilà, nous allons nous arrêter là. Je vous remercie beaucoup, Madame Cherki. Et j'ai le plaisir d'accueillir...